La lutte pour l'égalité de droits entre les hommes et les femmes devrait être un sujet dépassé depuis le temps qu'on en parle et qu'on sensibilise et qu'on régule par des mesures et des lois. Et pourtant, nous sommes encore bien loin du but et les avancées sont timides. Nous sommes, nous les femmes, encore souvent reléguées à certains postes, certains sujets et certains niveaux de pouvoir. Il n'y a qu'à analyser les prises de parole dans l'hémicycle, dans cet hémicycle, pour s'apercevoir que la question des lycées, par exemple, a été abordée quasi exclusivement par des femmes, mis à part la nomination d'un lycée avec un nom d'homme, alors que sur 2000 lycées portant un nom de personne, environ 300 portent un nom de femme et presque 1700 un nom d'homme, et l'on vient de les augmenter. Je salue donc l'intervention de Nicolas Forissier qui a tenté pour sa part de souligner un peu ce déséquilibre. Et sur ce plan, il faut espérer que les jeunes générations, par des changements de mentalité suffisamment profonds, puissent franchir le cap de façon plus claire et plus nette que nous. À moins que nous ne régressions avec l'arrivée d'un pouvoir autoritaire et nationaliste qui préfère voir les femmes à la maison. Et attention, nous n'en sommes pas prémunis. En attendant, la région Centre-Val de Loire, comme les autres régions et dans un cadre légal, doit faire état des actions menées dans le cadre de cette stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Le rapport est intéressant à lire. Il fourmille de nombre d'actions menées sur le territoire, en lien avec des partenaires de terrain, en direct ou en support technique ou financier. Le nombre d'actions témoigne d'ailleurs, par lui-même, que la problématique est encore bien présente dans nos vies à tous les niveaux. L'index égalité est justement intéressant car il est mesurable. L'index égalité en région centre est de 69%. Vous expliquez ce chiffre relativement faible par rapport à d'autres régions par un rattrapage sur l'embauche des femmes qui devrait être terminé l'an prochain. Aussi, vous avez donc l'ambition de passer cet index à 75% en 2027, et c'est tant mieux. Pour nous aider à mesurer plus clairement les avancées dans le prochain rapport, il y a peut-être des améliorations à faire, notamment en situant davantage les données en comparaison avec le rapport précédent, ce qui n'a pas été fait ici, pour mieux évaluer ce qui marche et ce qui marche moins. De même, sur la forme, la présentation du rapport reste vague sur les modalités de mise en œuvre des actions envisagées, les moyens estimés, les indicateurs de résultats, etc. Le Grand Est, par exemple, présente dans son rapport annuel d'égalité hommes-femmes ou femmes-hommes des fiches détaillées par axe et action, ainsi que le financement requis et les ressources humaines à mobiliser, les résultats attendus. Peut-être à consulter comme modèle pour le prochain rapport et pour faciliter l'évaluation. Quelques remarques en lien avec l'analyse qui précède. Page 93 du rapport, je cite. Dans les instituts de formation, les formations sur le sujet à destination des apprenants et des apprenantes sont parfois ponctuelles et courtes, alors que le sujet mérite d'être abordé sur le temps long. L'apprentissage du sujet renvoie parfois à des problématiques personnelles des apprenants et les équipes pédagogiques peuvent être mises en difficulté pour accueillir cette parole et ces situations. Un plan d'action sera mis en place à partir de 2025 pour répondre à ces difficultés. Quel plan d'action? L'allongement des temps de formation des apprenants ou des encadrants? Par qui? Avec quels moyens? Pour quels résultats? On ne sait pas. De même, les actions menées en interne sont peu détaillées et renseignées. On évoque une page dédiée à l'égalité hommes-femmes sur le site intranet, une session de formation du personnel des lycées, l'instauration de l'index égalité qui est obligatoire, et du côté des perspectives, on retrouve poursuivre la sensibilisation et les formations, promouvoir le langage égalitaire avec un guide interne, faire un séminaire. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a rien derrière, je dis seulement que, en tout cas, au niveau de la présentation, pour moi, ça n'est pas suffisamment détaillé. Et petite parenthèse, vous ne parlez pas, il me semble, d'actions mises en place contre l'inégalité qui peut exister dès l'embauche. Dans d'autres régions, on expérimente l'anonymat des CV, par exemple. Sur les écarts de rémunération, le rapport indique que les chantiers RH et la concertation avec les représentants du personnel
ont permis de travailler sur l'harmonisation des régimes indemnitaires et un calendrier de revalorisation en 3 étapes, débuté en 2021, devrait finir en septembre 2023. Donc il est fini. Pour quel résultat? Il est question d'établir un diagnostic sur les écarts de rémunération d'ici fin 2024 en vue d'actions correctrices. Va-t-on réaliser un benchmark des bonnes pratiques dans les autres régions pour s'en inspirer? On peut se rapprocher de l'Association des régions de France pour cela. Un outil intéressant existe aussi aujourd'hui, on l'a vu avec la Cour de cassation en mars 2023, c'est le droit à la preuve, qui permet à une salariée de demander à voir le bulletin de salaire d'un salarié occupant la même fonction. Est-il connu? A-t-il été utilisé par nos salariés? Comment vous préparez-vous à la transparence des rémunérations? Par une publication de la grille des salaires, par la communication des salaires de tous les employés. Quand pensez-vous mettre cette transparence en place? Elle est obligatoire en 2026. Tout cela nécessite un peu plus de détails. Sur le thème « Favoriser l'égal accès à la promotion », l'action consiste à réétudier la politique d'avancement et de promotion fin 2024 et à publier les tableaux d'avancement et la répartition sexuée des promotions. À noter que l'an dernier, j'ai demandé d'où venait cette différence salariale. Il m'a été répondu, du moins c'est ce que je me rappelle, il m'a été répondu que les femmes négociaient moins leur salaire, demandaient moins de promotion et d'avancement que les hommes. Cela m'avait choquée, parce que je pense que c'est justement à la politique RH qui en est consciente de lever ces freins-là. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Encourager les femmes à accéder à des postes d'encadrement au siège ou dans les lycées lors des entretiens professionnels. Cela me semble insuffisant, notamment quand on en revient aux faiblesses concernant l'embauche et les promotions. Comment mesurer l'efficacité de ces entretiens professionnels? Pourquoi n'ont-ils pas servi à cet objectif jusque-là? Qu'est-ce qui changerait pour qu'ils deviennent plus encourageants? D'autres régions mettent en place un dispositif de marrainage, du coaching individuel, des espaces de rencontre entre femmes cadres et d'autres femmes intéressées par cette promotion. Et là, on peut savoir, par exemple, combien de femmes ont été inscrites, quels sont les résultats sur les avancements. Concernant les violences faites aux personnes, vous diffusez un violentomètre sur l'intranet. Est-il assorti d'un dispositif de signalement et de prise en charge des actes de violence, de harcèlement, de discrimination par qui? Et comment va-t-on mesurer l'intérêt de cette diffusion, les avancées qu'elle apporte? On ne sait pas. Enfin, sur le bilan à venir de l'expérimentation d'un assouplissement des horaires de travail pour permettre au personnel à temps partiel de passer, par exemple, de 80% à 100%, surtout dans les écoles, dans les lycées, selon les études faites, le temps partiel concerne surtout les agents proches de la cinquantaine. A-t-on analysé les raisons pour lesquelles il ou elle, mais le plus souvent elle évidemment, ne travaillait qu'à temps partiel? Je vais vous demander de conclure, Madame Essayon. J'ai fini. Est-ce que l'assouplissement du temps de travail suffit si ce sont des agents proches aidants qui ont de ce fait des difficultés particulières et quelle action complémentaire peut être étudiée et mise en place pour les soutenir? Merci.